Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir Virginie Vota. Bonjour Virginie. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors, d'habitude je commence les podcasts en présentant la personne avec qui je vais discuter et là c'est vrai que je me suis dit bon je vais pas dire non plus voilà je vous présente Virginie Vota, youtubeuse. Je trouve que ça peut être assez réducteur ou vu la communauté et toutes les personnes que l'on peut rencontrer sur YouTube. C'est vrai qu'il y a des youtubeurs géniaux, il y en a peut-être aussi qui font des contenus un peu moins profonds. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est vous laisser vous présenter tout simplement en quelques mots, nous dire un petit peu peut-être d'où vous venez, un peu quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé sur YouTube, quels sont les sujets que vous abordez pour que les personnes peut-être qui ne vous connaissent pas puissent faire votre connaissance rapidement. Très bien. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation puisque je suis une abonnée et une fidèle lectrice de votre blog et de vos podcasts. Alors, concernant mon parcours, j'ai peut-être un parcours un peu atypique puisque j'ai grandi dans une famille sans éducation religieuse. Une famille plutôt orientée à gauche, progressiste, qui ne correspond pas forcément aux valeurs que je défends aujourd'hui. Et c'est à force de lecture, de rencontres, de réflexions, de constats aussi personnels que j'ai remis en question certains paradigmes comme le féminisme et que j'ai cheminé dans la foi catholique puisque je suis baptisée depuis 5 ans environ. Et c'est un parcours qui a été jonché de beaucoup de découvertes, beaucoup d'enrichissement mais aussi de solitude. Parce que j'ai souvent eu l'impression d'être en décalage avec notre époque, de ne pas trouver ma place dans cette société. Et la création de cette chaîne YouTube, elle vient en partie de là, dans la mesure où j'avais envie de partager des lectures, des connaissances, des auteurs, et d'échanger avec d'autres personnes sur des sujets qui, comme j'aurais aimé en fait moi-même l'entendre dans cette période de recherche et de cheminement. Donc sur cette chaîne YouTube, depuis bientôt 5 ans, j'aborde principalement des sujets qui sont liés à des analyses philosophiques, tant de la politique, mais surtout de sujets de société, un petit peu d'histoire. Et cette année, j'ai décidé de me consacrer particulièrement à la masculinité, aux difficultés rencontrées dans notre société moderne, posées notamment par le féminisme, et à la valorisation de la féminité aussi, et de la famille. D'accord, ça a l'air d'être un programme qui va être bien intéressant. En tout cas, j'invite d'ores et déjà les personnes qui nous écoutent et peut-être qui ne vous connaîtraient pas de bien sûr s'abonner à votre chaîne pour découvrir tout le contenu qui est vraiment très riche et on peut apprendre énormément de choses, peut-être aussi avoir des arguments pour certaines discussions et puis même soi-même, j'allais dire, affiner sa pensée. Donc c'est vraiment super intéressant. Et justement, pour commencer, la première question que je voudrais vous poser et qui peut-être va permettre de mettre un certain cadre et de vous connaître aussi, c'était qu'est-ce que la féminité pour vous ? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est très vaste. Et je dirais, pour donner une première définition, que la féminité, c'est l'ensemble des qualités naturelles inhérentes à la femme. Mais quelles sont ces qualités ? De manière très générale, même si chacune vit sa féminité à sa manière, d'ailleurs comme vous l'avez rappelé dans un podcast sur le sujet Nous sommes toutes uniques, il y a quand même des vertus inhérentes à la femme, comme le dévouement, la douceur, l'humilité, la modestie, notre intuition typiquement féminine, ainsi qu'elle est qualifiée, l'instinct maternel, ou les aptitudes à la communication, qui sont généralement mises en avant. À mon sens, la féminité, c'est aussi la capacité d'élever, d'inspirer, de cultiver. Et à ce sujet, j'aime beaucoup le verbe anglais to nurture, qui est très éloquent, en ce qui signifie aussi bien cultiver que prendre soin, protéger, qui sont des qualités inhérentes à la maternité. À mon sens, la féminité, elle consiste notamment donc à cultiver ce qui nous entoure, mais aussi notre beauté, notre grâce, notre élégance, comme vous le rappelez, parce que les femmes ont toujours été la muse des poètes, des peintres, des écrivains, et elles ont ce rôle essentiel, inspirant, à jouer auprès de l'homme pour soutenir notamment les qualités masculines, et inspirer chez l'homme d'autres vertus, telles que par exemple la protection, le courage ou même la créativité. Dans la Bible, on dit d'ailleurs que les femmes sont les gardiennes de la vertu.
Et ça passe aussi, comme tu le soulignes dans tes podcasts, par notre apparence, par nos vêtements, des préoccupations qui n'ont rien de superficiel dans cette optique, en ce qu'elles nous permettent de refléter cette essence féminine. Et cette essence, elle est complémentaire à la masculinité. Alors quelqu'un qui, je me mets à la place d'une personne lambda qui nous écouterait aujourd'hui, et je rigole, mais je me dis, mais si quelqu'un, voilà, dans la rue, on faisait écouter juste ce que vous venez de dire, là, les 2 dernières minutes, je me dis, mais la personne, sa première réaction, ça serait de dire, mais en fait, vous êtes complètement, ma pauvre Virginie, vous êtes complètement, le mot m'échappe, mais formatée par la société, par le patriarcat. En fait, c'est des clichés que vous avez, et c'est parce qu'on vous le dit depuis que vous êtes toute petite, ou parce qu'on le dit depuis, voilà, dans tous les ouvrages que vous avez lus, ou je ne sais quoi, en fait, vous êtes formaté, mais sans vous en rendre compte. Alors, si on vous dit, évidemment, ça n'est pas du tout ce que je pense, mais qu'est-ce que vous répondriez peut-être à quelqu'un qui vous dirait que, voilà, que ce sont des clichés, que c'est un peu ce qu'on met, alors, même si c'est pas le patriarcat, mais toute autre cause, mais voilà, en gros, on a été élevé comme ça, on nous met un peu sur ces rails-là, et puis après, à nous de nous débrouiller, et même si ça ne correspond pas peut-être à nos envies, à nos instincts naturels, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes pour leur dire que non, mais en fait, on est très heureuse, et effectivement, ça correspond à nos besoins profonds. Que nous vivons aujourd'hui dans une société qui est féministe. On le voit dans les discours gouvernementaux, on le voit dans les réformes, on le voit dans le contenu des enseignements qui sont proposés aux enfants, à l'école, dans les médias. Donc, cette vision du féminisme, elle est censée représenter une norme. Et forcément, tout ce qui s'en éloigne, tout ce qui propose un discours différent, notamment sur la différence entre les hommes et les femmes, et à rebours aussi de la fameuse théorie du genre, est considérée comme réactionnaire, patriarcale, aliénante. Moi, je dirais que par nature et par essence, nous avons biologiquement, nous avons aussi psychologiquement un fonctionnement différent des hommes parce que nous sommes des femmes, nous sommes de sexe féminin, et donc forcément, il me paraît tout à fait logique et naturel d'avoir des besoins différents mais en même temps complémentaires. Et je trouve au contraire que le carcan qu'on nous impose aujourd'hui, c'est plutôt le carcan féministe, puisqu'il est devenu très difficile, tant nous en sommes imprégnés, de réfléchir au-delà de ces idées féministes. Puisque dès notre éducation, dès qu'on allume la télévision, dès qu'on regarde un contenu, même sur Internet ou dans un magazine, ce sont toujours les mêmes discours qui nous sont servis. Donc finalement, le fait d'être formaté, je pense pas qu'il soit tant du côté des femmes qui sont épanouies dans leur féminité par essence naturellement que du côté des féministes qui imposent un schéma avec une certaine vision de la féminité qui est plutôt dégradante d'ailleurs, puisqu'on nous répète que la féminité serait une forme de faiblesse, que nous serions nés victimes des hommes, et voilà. Et personnellement, je n'ai jamais ressenti ça, et pourtant j'ai eu une éducation tout à fait classique, plutôt égalitaire et sans aucun élément particulièrement traditionnel. Effectivement, c'est ce que je répète souvent dans mes articles et podcasts, et que la soi-disant libération de la femme dont on nous parle tout le temps n'a aucun sens. Enfin, il suffit d'un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle pour se rendre compte que finalement on est toutes justement formatées et on veut nous faire absolument rentrer dans le moule. Et si par exemple on ne veut pas avoir de carrière, ou si voilà, on s'épanouit mieux à la maison, ou même vestimentairement parlant, soi-disant la libération de la femme, et en fait tout le monde est en jean basket, donc c'est vrai que c'est un petit peu limité quand même. Et un autre sujet qui est un peu connexe, et justement que je voulais aborder avec vous aussi aujourd'hui, et vous l'abordez aussi sur votre chaîne, vous en avez parlé en présentant un petit peu votre ligne éditoriale qui allait venir cette année, par rapport à la masculinité toxique. On en parle énormément aujourd'hui. La seule fois où j'ai entendu, c'est très rare d'entendre le contraire, d'entendre féminité toxique. Je crois que c'est sur votre chaîne que je l'ai entendu, et également dans un livre de l'auteur, je crois qu'elle est américaine, Carrie Grace, qui parle justement de sauver la société de la féminité toxique. C'est un livre que j'avais présenté, je ne sais pas si je l'ai présenté en chronique, mais pour celles que ça intéresse, il est dans la bibliographie du blog, et j'en avais donné des extraits dans un article. Mais en tout cas, c'est très rare de parler de féminité toxique, et justement je voulais en discuter un peu avec vous. Et
on parle toujours de masculinité toxique, pardon, mais est-ce que ça serait pas plutôt la féminité qui serait devenue toxique? Et est-ce que c'est pas la seule façon peut-être qu'ont trouvé les femmes de s'adapter un petit peu à la société, d'essayer de s'en sortir, d'essayer de lutter peut-être contre une oppression réelle ou exagérée qu'elles ressentaient. Voilà, pourquoi j'allais dire, elles sont presque en train de faire, les femmes à notre époque sont presque en train de faire ce qu'elles reprochent aux hommes. Est-ce que c'est un vrai constat? Est-ce que vous le constatez aussi ou pas? Oui, je trouve que c'est très juste. Et après tout, pourquoi ne pas parler de féminité toxique, même si, à mon sens, on reste dans un oxymore, c'est-à-dire deux termes contradictoires. Parce que ce n'est pas la féminité en soi qui est toxique, ce serait plutôt ce déni, ce rejet et ce mépris de la féminité dans lequel, malheureusement, certaines femmes se prennent par idéologie féministe. Cette féminité toxique, ça serait un petit peu le fait de renverser, de retourner les vertus, les qualités naturelles inhérentes à la féminité, de les retourner contre soi, donc une forme de haine de soi, et aussi contre les hommes, sous prétexte, comme vous le dites, de libération, ou sous prétexte que nous devrions nous venger en quelque sorte de toutes les oppressions que nous aurions subies depuis des millénaires. Et c'est comme ça qu'on entend, par exemple, certaines féministes comme Pauline Armange ou Virginie Despentes déclarer que la misandrie n'est absolument pas une forme de mépris ou d'oppression, mais quelque chose de nécessaire que les femmes doivent s'approprier pour se défendre du patriarcat, tandis que la misogynie serait une expression de l'oppression des hommes sur les femmes. Et je pense que cette féminité toxique, on peut la constater dans plusieurs aspects imprégnés par le féminisme dans notre monde moderne. Par exemple, cette haine ou cette colère systématique envers les hommes, envers certains attributs de la masculinité qui sont rejetés. Par exemple, pour être plus concrète, les féministes prétendent défendre l'égalité homme-femme et se saisissent, à juste titre pour le coup, des causes telles que les violences faites aux femmes. Mais lorsqu'il est question d'aborder le sujet des violences faites aux hommes, je parle des violences psychologiques, des violences conjugales, des violences dans leur paternité aussi pour ces hommes qui sont séparés de leurs enfants, privés de droit de garde, de droit de visite, arbitrairement par la justice, et bien là, on n'entend pas d'écho, on n'entend pas de réponse de la part des féministes, mais au contraire beaucoup de moqueries, avec par exemple sur internet le concept de male tears, c'est-à-dire les larmes du mâle, c'est-à-dire qu'on se moque des souffrances exprimées par les hommes, qui sont aussi le résultat de ce féminisme, de cette société moderne. Donc la féminité toxique, c'est être à rebours, complètement à rebours des qualités naturelles, comme par exemple l'empathie, l'élégance aussi. Et on tombe, au lieu de cultiver la modestie, la décence, l'élégance, la grâce, qui sont des attributs de la féminité, qui élèvent aussi bien l'âme que l'esprit que le cœur, eh bien on va encourager par exemple les femmes à se servir de leurs atouts dans des buts pour aguicher sexuellement les hommes et voire prendre même un certain pouvoir par la manipulation ou par des idées concupiscentes sur eux de cette manière-là. Et on voit aussi d'ailleurs, il n'y a pas seulement le fait de... il y a ce que vous avez dit, le fait un peu d'utiliser ce corps d'une mauvaise façon, ou ses attributs, voilà, sa beauté. Il y a aussi, au contraire, presque, certaines féministes, il y a beaucoup de photos de ce genre qui circulent sur Internet, où on voit leur évolution quand elles n'étaient pas féministes et quand elles deviennent féministes. Bon, après c'est un petit peu une caricature, elles ne sont pas toutes comme ça, et heureusement pour nous, parce que si toutes les féministes se rasaient la tête et compagnie, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup où on voit quand même une évolution, de même que vous avez parlé de cette évolution un peu dans le caractère, la manière d'être, où on va aller à contre-courant de nos dispositions naturelles. Et là c'est un peu pareil, même physiquement ça se voit et on a l'impression qu'elles vont exprès se rendre laides, etc. Je l'avais aussi partagé dans un article justement j'avais traduit l'article d'une féministe repentie qui parlait de tout ça et qui parlait justement de toute son évolution et qu'en fait elle ne voulait pas
comment dire, elle voulait vraiment aller à rebours et ne rien offrir finalement aux hommes qui l'entouraient. Et c'est pour ça qu'elle faisait exprès, et elle le disait. Donc elle, c'était pas seulement sans les dire, mais c'était même vraiment ne pas prendre soin d'elle, vivre complètement un peu bizarrement, entre guillemets. Et bon, après, elle s'était repentie, mais elle expliquait bien que ça allait vraiment, c'était aller de pair avec toute sa démarche de rébellion, finalement, comme si le féminisme était un peu une rébellion contre ce qu'on était, tout simplement. Et du coup, sur tous les aspects de notre vie, c'est pour ça qu'on dit souvent, d'ailleurs, enfin, que je le dis, et tous les témoignages que je reçois vont dans ce sens-là, mais les femmes se rendent elles-mêmes malheureuses, quoi. Exactement. Un peu triste. Et pour compléter ce que vous dites, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi écoutant beaucoup de féministes prendre la parole dans les médias. On sent une colère, on sent une grande souffrance, on sent un mal-être en fait, à la fois dans le ton de leur discours, dans l'image aussi d'elles qu'elles reflètent. Et je pense que ça correspond à ce que vous dites, ce dénigrement, cette haine de soi, cette haine des hommes. Et c'est notre perception pourtant qui façonne aussi notre vision du monde. Exactement. Et justement, alors cette féminité toxique, puis le mot toxique est assez parlant, mais en quoi pourrait-on dire que justement ce mouvement féministe, alors, qui évidemment, bon, j'en ai déjà parlé, vous en avez aussi parlé sur votre chaîne, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot féminisme, mais derrière cette idéologie, en quoi cette idéologie est un fléau pour la société. Alors, je vous reposerai aussi d'autres questions là-dessus juste après, mais bon voilà, il y a beaucoup de gens moi qui me suivent, et dès que j'aborde le sujet du féminisme, on a l'impression qu'ils ne retiennent du féminisme que des choses positives, que des, je sais pas, s'il n'y avait pas eu le féminisme, tu n'aurais pas ton compte en banque, tu pourrais pas travailler, tu pourrais pas faire ci, tu pourrais pas faire ça. Et effectivement, c'est des, voilà, j'ai rien contre ces avancées-là, bien sûr, mais moi, ce que je retiens le plus quand même à l'heure actuelle, c'est plutôt tous les mensonges que l'on fait aux femmes, toute cette haine des hommes, toutes ces, enfin, je sais pas, moi je vois vraiment plus le négatif, en tout cas à notre époque. Et d'ailleurs, juste avant de vous laisser répondre, je partage une anecdote, mais je crois que ça sera dans le podcast, du coup il sera déjà sorti parce que c'est celui de vendredi, dans lequel je partage une anecdote justement d'une vidéo sur laquelle je suis tombée complètement par hasard sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais plus, et où la femme disait, et c'était pas un sketch, c'était vraiment vrai, elle disait, voilà, parfois oui, c'était un peu troublant au début, je me suis dit non mais elle le dit un peu à la rigolade, ça doit être vraiment ça doit être une blague, et en fait non, elle était très sérieuse, et elle disait mais je sais pas si je veux avoir d'autres enfants ou je sais plus quoi, parce qu'elle disait en gros, qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille, enfin si c'est une fille que j'ai, mais vous imaginez le monde dans lequel elle va arriver, vous voyez tout le chemin qu'on a encore à faire pour les femmes, et la façon dont elle parlait, on avait l'impression que les femmes étaient des pauvres misérables qui devaient se cacher et ne pas sortir dans la rue sous peine d'être tout de suite battues ou tuées par les hommes, enfin comme si vraiment la situation de la femme était terrible, quoi. Voilà. Et moi je me dis mais enfin, je sais pas, moi j'ai jamais eu ce genre de problème, ni professionnellement, ni... voilà, donc bon, ça confirmait un peu cette espèce d'ambiance où on a l'impression que les pauvres femmes ont une condition terrible, mais heureusement le féminisme est là pour les sauver, alors que moi je le vois vraiment, au contraire, c'est le féminisme qui tue les femmes à petit feu, mais vous allez me donner votre opinion là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression que nous sommes même des impotentes, que voilà. Nous ne pouvons pas vivre ni penser sans le féminisme. C'est pour ça que cette idéologie, elle est partout et elle nous imprègne, elle imprègne même jusqu'à l'éducation nationale. Après, concernant des aspects positifs, il me semble qu'il y a une confusion entre la première vague féministe notamment, qui a au XIXe siècle restauré les droits civils et civiques des femmes dont elles ont été privées après la Révolution française avec le Code Napoléon. Exactement. Comme le droit de vote, un peu plus tard le droit d'avoir un compte en banque. Et puis elles étaient aussi considérées avec le Code Napoléon au même niveau que les enfants et que les fous. Voilà. Faut quand même le répéter. Oui. Voilà, sous tutelle de leur mari en fait. Chose qui n'était pas du tout le cas avant dans la société pré-révolutionnaire ou au Moyen-Âge, où les femmes pouvaient,
travaillaient, construisaient des écoles, des hôpitaux, certaines écrivaient, bref. Et on a versé forcément, parce que c'est une racine, sans rentrer dans ces détails philosophiques, c'est une racine philosophique qui cherche à éliminer tous les déterminismes naturels. Donc on a naturellement progressé, en quelque sorte, vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui un néo-féminisme, qui va jusqu'à rejeter l'existence du sexe féminin et masculin, ou déclarer que nous sommes tous libres, en fonction de notre ressenti, de choisir notre genre, que les hommes nous oppressent, etc. Pour revenir à votre question donc sur les fléaux, ces fléaux, ils viennent de là, ils viennent d'une véritable idéologie. On n'est plus dans une égalité civile et juridique entre les hommes et les femmes, on est bien au-delà. Parce que l'égalité, en France ou en Occident, on peut dire qu'elle est atteinte en fait. Exactement. On ne parle pas du Moyen-Orient quand même. Hein. Et c'est un fléau parce que déjà, je pense que le féminisme, au nom de... comme le progressisme. D'ailleurs, ce sont des idéologies qui reposent sur la déchristianisation de notre société. Et donc là, tout est permis, puisqu'il n'y a plus ces déterminismes naturels. L'homme se prend pour son propre Dieu, il se façonne lui-même, vont détruire le pilier, à mon sens, de la société, c'est la famille. On voit des réformes, par exemple, comme la PMA pour toutes, qui viennent parachever l'éviction du père de la société. Le père n'était déjà plus considéré comme le chef de famille, mais là, il va être considéré comme un simple donneur de sperme. On vient nous dire qu'il n'y a plus besoin, en gros, d'avoir un homme et une femme pour avoir des enfants. Ça ouvre la porte, dans l'avenir, à la gestation pour autrui, qui est déjà... d'ailleurs pratiquée en France par certains gynécologues, hein, puisqu'il n'y a pas de condamnation pénale pour ça, même si c'est interdit. C'est un grand paradoxe de la justice française. C'est un fléau pour la division homme-femme aussi, ce que je trouve terrible, parce que nous en subissons les conséquences en tant que femmes. Par exemple, il est difficile aujourd'hui de pouvoir rester femme au foyer, si on le souhaite, et d'élever nos enfants, dans la mesure où 2 salaires sont souvent nécessaires. Le marché du travail et son rythme ne correspond pas vraiment aux besoins physiologiques des femmes, à leur cycle, à la maternité notamment. Nous fonctionnons différemment et ces différences, elles sont totalement niées. Et en même temps, les hommes aussi en pâtissent parce que ils sont, dans cette idéologie féministe, culpabilisés pour leur qualité masculine. Ils sont encouragés à se féminiser, à s'écraser, à se nier eux-mêmes, ce qui provoque de plus en plus d'incompréhension dans le fonctionnement masculin et féminin, une difficulté de communiquer, de s'entendre, donc forcément de se rencontrer et de fonder des relations pérennes, de fonder des familles. D'ailleurs, je crois que le taux de célibat n'a jamais été aussi élevé dans notre société, le taux de divorce atteint les 50%, et tous ces problèmes-là, au nom de la... sont considérés comme des progrès et des libérations. Nous sommes des individus atomisés, interdépendants les uns des autres. C'est ça l'idée en substance du féminisme. Exactement. Et c'est là qu'on voit que c'est triste, parce que ça va vraiment, comme vous dites, c'est aller à l'encontre de ce que l'on est, de nos besoins, de nos envies. Et après, bien sûr, on n'est pas tous des... Toutes les femmes ne sont pas exactement pareilles, évidemment il va y avoir des envies différentes, peut-être des capacités aussi, des compétences différentes qui font que, voilà, on ne peut pas non plus toutes les cataloguer, les étiqueter. Et c'est vrai que parfois je sais que c'est un petit peu ce que je peux avoir tendance à faire sur le blog ou les articles, mais c'est un peu comme une caricature, mais c'est aussi pour montrer que... réveillez-vous, quoi. La femme ne se réduit pas à ce qu'on nous présente aujourd'hui dans la société. Il faut vraiment revenir aussi à nos racines et à nos envies profondes sans avoir peur. Et après, je ne sais pas si vous recevez ce type de témoignage ou pas, mais moi, c'est tous les jours que je reçois des témoignages de femmes qui me disent, au contraire, c'est depuis que je sais pas, que j'ai changé d'avis ou de vision sur les femmes au foyer, depuis que j'ai arrêté de travailler et que je m'occupe de mes enfants, ou depuis que j'ai changé de style vestimentaire, que je porte plus de jupes et de robes, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus épanouie, parce qu'en fait elles sont en cohérence avec leurs besoins profonds qui étaient peut-être enfouis, alors que toutes ces choses-là, on leur présentait comme non, en fait ça va t'enfermer, c'est une prison, c'est pas bon pour toi. Donc, mais bon, après, il y a un tel lavage de cerveau que c'est compliqué parfois de s'y retrouver.
Et pourtant, ce qui est symptomatique, je trouve, c'est que, vous l'aviez dit dans un podcast, il me semble, c'est que les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses de nos jours. Par exemple, les mères souffrent d'épuisement maternel. Il y a de plus en plus d'épuisement professionnel, de dépression aussi. Donc ça montre qu'il y a un problème de fond que le féminisme ne résout pas, mais bien au contraire. Bah, oui, et puis ce qui est paradoxal, de toute façon, le féminisme, c'est toujours paradoxal, mais on a l'impression qu'il faut libérer de la femme de... J'allais dire un peu de toutes les attentes qu'on avait posées sur elle et que tout ce qui lui pesait et que c'était beaucoup trop et qu'il fallait pas que la femme fasse ci, fasse ça et qu'il fallait un peu la libérer, la laisser vivre sa vie. Et finalement, il n'y a jamais eu autant de pression sur les femmes à l'heure actuelle. Voilà, il faut être à la fois la mère parfaite, avoir sa société ou une très grande place dans une grande entreprise et en même temps être une bonne épouse, être une bonne mère et en même temps prendre du temps pour soi et puis en même temps perdre les kilos en trop et puis ceci, voilà, cela. Être mannequin, oui. Et non, mais exactement. Donc on a l'impression que en fait c'est aujourd'hui qu'il y a énormément de pression alors qu'autrefois, bon après il ne faut pas non plus idéaliser toujours le passé, mais je pense qu'avant il y avait quand même un petit peu moins de... La barre n'était pas si haute, ne serait-ce que le fait de rester aussi dans son domaine un peu de compétences et ce qui vient peut-être plus ou moins naturellement selon les femmes. Et du coup, voilà, au moins on s'épanouit plus, je pense. Et même si évidemment le rôle aussi de mère au foyer, d'épouse, de tout ce qu'on veut, c'est aussi évidemment, ça peut être aussi beaucoup de pression et il y a beaucoup de burn-out. Même si on ne travaille pas à côté, ça n'est pas ce que je dis, mais bon, c'est quand même... mais là, il y a eu quand même, on sent un peu un rétro-pédalage et en ce moment, il y a une espèce de volonté quand même de dire que voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas être une femme parfaite. Sur Instagram, il y a de plus en plus de personnes qui publient par exemple des photos où on voit qu'elles ont quelques kilos en trop, où on voit qu'elles ont des boutons, par exemple, sur le visage, où elles essayent, il y a certaines personnes qui essayent un peu de casser cette image, mais personnellement, je trouve ça assez hypocrite, pas forcément de la part des personnes qui postent ces photos, mais hypocrite par rapport, je trouve que c'est un peu, c'est quoi la phrase, c'est on chérit les causes, non, je sais plus, sur les causes et les conséquences, enfin bon bref, mais c'est un petit peu ça, c'est les femmes qui elles-mêmes provoquent toutes ces choses et puis qui après se plaignent un peu des conséquences et essayent de rétro-pédaler, mais bon, c'est un petit peu, j'allais dire presque... C'est pour ça que je dis que c'est de l'hypocrisie. C'est pas forcément le bon mot, c'est pas hypocrisie, mais bon, c'est un petit peu paradoxal, quoi, comme beaucoup de choses. Elle ne s'intéresse pas aux causes premières, peut-être, qui ont amené ces conséquences contre lesquelles elle souhaite lutter. Elle essaie de lutter, oui, exactement. Voilà. Ouais. Donc finalement... Ouais. Alors j'avais une autre question, alors qui je pense... va faire beaucoup de remous, mais on va voir. N'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, en commentaire, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce sujet. Alors, peut-on être catholique et féministe ? C'est un petit peu le sens d'ailleurs d'un article écrit par une de mes lectrices, publié assez récemment, et qui s'intitulait « Le féminisme me pose un cas de conscience ». Justement, on parlait, là c'était vraiment du point de vue catholique, comment se positionner par rapport au féminisme. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de lectrices qui plus ou moins assidues d'ailleurs, soit des personnes un peu de passage, soit des personnes vraiment qui me suivent régulièrement et qui me disent mais voilà, pourquoi t'attaquer autant au féminisme ? Je comprends très bien que sur tel point précis, tel autre point, on est bien d'accord, ça n'est pas bien, c'est un mauvais combat, ou telle lutte, non, faut pas aller dans le sens là. Mais il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait on peut très bien être, il y a un féminisme chrétien en fait, il y a un féminisme catholique, par exemple le féminisme de la complémentarité, un féminisme qui ne lutte pas contre les hommes ou qui ne veut pas leur être supérieur, mais qui constate qu'on n'est pas pareil, hommes et femmes, et qu'on est complémentaires. Il y en a beaucoup aussi qui disent que le féminisme fait quand même beaucoup de bien, notamment ils dénoncent les violences faites aux femmes, la contraception par exemple, contrairement peut-être il y a quelques dizaines d'années, en ce moment la contraception est très décriée. Après, c'est pas du tout pour des raisons morales, c'est simplement pour des raisons de santé, ce qui est déjà bien, parce que je veux dire, rien que d'un point de vue santé, c'est vrai que c'est une aberration, mais finalement, c'est pas non plus un combat moral, donc voilà. La lutte contre les violences gynécologiques aussi, le fait que, donc ça, on essaye quand même de se rapprocher, enfin, il y a un certain courant féministe qui essaye de... c'est un peu du rétropédalage aussi, j'allais dire, qui essaye, voilà, sur certains sujets, qui ont des bons combats, le fait de dénoncer, par exemple... les auteurs
de harcèlement dans la rue, ou voilà. Est-ce que pour autant, sachant que par exemple tout ça c'est des causes, voilà, lutter contre les violences faites aux femmes, contre les violences gynécologiques, tous les sujets que je viens d'énumérer, effectivement, j'allais dire je suis plutôt pour, personnellement je me positionnerais, oui je suis d'accord avec ces combats-là. Est-ce que dans ces cas-là je dois dire que je suis féministe? Est-ce qu'on a le droit de dénoncer le féminisme alors qu'il y a des combats qui sont bons? Est-ce qu'on peut être catholique tout en étant féministe? Voilà, c'est vaste question. Et maintenant, je vous laisse la parole. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Encore une fois, revenir aux définitions du mot, à l'essence du mot féminisme, qui, en tout cas dans la définition que je propose, est une idéologie, notamment philosophique, qui a pour objectif de rejeter tous les déterminismes naturels et de mettre en place l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme est son propre Dieu, il se détermine comme il l'entend, il ne tient pas compte de l'ordre naturel, du rôle, de la hiérarchie aussi par rapport aux hommes en tant que femmes, où il nous a placés. Et je trouve que vous avez utilisé un mot très juste, c'est que le féminisme, c'est une forme de rébellion en quelque sorte contre notre essence féminine. Donc ça me paraît très difficile à concilier avec l'essence du catholicisme. Mais être catholique, bien sûr, cela ne signifie pas cautionner les violences ou l'oppression faite aux femmes, pas du tout. Il est vrai que les féministes parlent en leur nom sur certains combats comme les violences gynécologiques, les problèmes de santé liés à la contraception, les violences obstétricales, les violences faites aux femmes. Et c'est très important d'en parler, c'est salutaire. Mais est-ce que moi, je le vois plutôt, en fait, non pas comme des combats idéologiques propres au féminisme, mais plutôt des problèmes de société, à l'instar aussi des difficultés que les hommes rencontrent, par exemple lors d'un divorce où ils sont séparés de leurs enfants, ou des violences psychologiques, même physiques, que les hommes subissent. Ce sont des sujets de société, des sujets qui ont une connotation morale et contre lesquels nous devons lutter, entre guillemets, pour assainir la société, mais qui concernent aussi bien les hommes que les femmes. Or, quand même, la base de l'idéologie féministe, c'est de dire on se focalise uniquement, par essence, par étymologie, sur une supériorité de la femme sur l'homme, d'où cette haine de la complémentarité, d'où ce refus de la soumission chrétienne féminine par rapport à l'homme. Donc je trouve que ces combats, ils sont essentiels, mais je ne vois pas en quoi ils s'inscrivent purement dans un cadre féministe. On peut les défendre, d'ailleurs, on peut prendre parti pour ces causes sans être féministe. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'effectivement, il faut savoir séparer les choses et se dire que... Enfin, séparer et aussi ne pas les séparer dans le sens, voilà, notre foi, on doit la vivre sur tous les aspects dans tous les aspects de notre vie. Et parfois, ça va être très exigeant et la plupart du temps, surtout dans notre société, on doit vraiment aller à contre-courant un petit peu sur tous les sujets, y compris celui de la tenue vestimentaire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile d'être catholique jusqu'au bout sur ce sujet, tellement voilà, le contexte ne nous est pas favorable. Et en même temps, je me dis, mais c'est tellement important, au contraire, de se... Alors, c'est pas se différencier pour se différencier, mais en même temps, c'est d'être très clair sur sa position. Et c'est la seule façon dont on va pouvoir aussi évangéliser, faire connaître notre Seigneur, enfin voilà, l'Église catholique. Et je me dis, il vaut mieux, il y a des influenceuses que je suis, et je me dis, mais elles sont catholiques, mais en fait on ne dirait pas. Enfin, donc il y a un côté attirant dans le sens où je me dis, ça peut être pas mal pour certaines personnes qui ne connaissent pas du tout la religion catholique et qui vont se rendre compte que en fait, on est des personnes normales, mais d'un autre côté, je me dis, ces personnes-là, du coup, sur certains points, finalement, vont faire des concessions qu'elles ne devraient pas, mais justement pour ne pas froisser, pour ne pas choquer, pour ne pas paraître trop dur. Et c'est vrai que moi-même, j'y avais pensé quand j'ai lancé le blog, la chaîne YouTube. Il y avait des sujets où je me disais, est-ce que j'en parle ou pas? Ça va faire des remous, ça peut-être que les gens vont pas comprendre. Chacun fait son cheminement aussi, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis finalement, je me dis, vaut mieux dire les choses, les dire correctement, avec douceur, avec des arguments aussi, enfin voilà. Et puis après, les gens, c'est la seule façon aussi finalement de peut-être
leur faire voir où est la vérité, les aider à réfléchir. Et puis les témoignages que je reçois me confirment qu'en fait, dans la vie, il vaut mieux toujours dire vraiment autant que possible, partager la vérité. Et puis ceux qui sont prêts à l'entendre, tant mieux, et ça leur fera du bien. Et puis tant pis pour... Enfin, tant pis. Je veux dire, voilà, c'est peut-être on sème des graines et puis après Exactement. On voit comment ça grandit, tout simplement. Exactement. Alors, autre sujet aussi que je voulais aborder avec vous, et on en a un tout petit peu parlé en parlant un petit peu justement de cette vision assez traditionnelle de la femme, et vous avez évoqué la soumission juste avant. Il y a tout un mouvement, donc le mouvement des tradwives, donc des femmes, des épouses traditionnelles, qui fait beaucoup de remous. Vous en aviez fait une vidéo, j'en avais fait une vidéo aussi, et voilà, beaucoup de gens sont très 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 choqués de cette vision de la femme, et notamment quand ils entendent le mot soumission. Mais est-ce que c'est si mauvais? Là, je veux vraiment votre point de vue, j'allais dire vraiment personnel. Est-ce que vous trouvez ça si mauvais que ça, le fait que, voilà, que les hommes nous protègent, prennent soin de nous et qu'on prenne soin d'eux aussi? Alors évidemment, quand je parle de soumission, bon, je ne vais pas refaire toutes les oui. Comment dire, je ne vais pas repréciser, mais ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder. J'ai déjà fait j'ai déjà fait plusieurs podcasts à ce sujet où j'explique exactement ce qu'est la soumission catholique. On n'est pas en train de dire qu'on est un jouet entre les mains de son mari, on n'est pas en train de dire que le mari a tous les droits et peut nous faire n'importe quoi, mais la vraie soumission catholique, elle est exigeante, en tout cas moi je trouve, mais est-ce qu'elle est mauvaise ou est-ce qu'elle est utopique selon vous? Est-ce que ça peut être encore vécu dans notre société ou pas? Oui, je pense que ça peut être encore vécu, même si c'est probablement beaucoup plus rare, et comme vous dites, c'est exigeant et ça demande un énorme travail sur soi par rapport à ces déconstructions, entre guillemets, de l'idéologie féministe dont nous sommes toutes imprégnées, même si nous avons cette prise de conscience et cette réflexion. Et ça nous demande de revenir vers beaucoup d'humilité. Cette soumission, juste pour dire un mot, elle est, je ne dirais pas qu'elle est réciproque chez l'homme, mais tout de même, elle confère à l'homme une responsabilité absolument immense, puisqu'il est dit dans la Bible, certes, femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, aimez vos femmes comme vous-même. Donc ça veut dire qu'effectivement, si l'on se remet entièrement sous la protection de notre mari, celui-ci a pour mission et pour devoir d'être prêt à sacrifier sa vie pour nous protéger. Et c'est, à mon sens, plutôt un privilège féminin que de bénéficier de cette bienveillance, de cette protection. Bien sûr, ça implique de choisir la personne qui nous correspond, et c'est très valable d'ailleurs pour les hommes dans le sens inverse, et l'homme qui lui-même possède en lui ses valeurs et ses qualités qui font que un mariage sera pérenne et une union sera saine et sainte. Moi je suis plutôt admirative de ces mouvements dits tradwife, parce que au contraire ils vont à contre-courant de la société moderne, et ce sont des femmes qui assument et qui témoignent par leur vie, par leurs actes aussi, par leurs actions, des valeurs qu'elles portent, et elles ouvrent, je pense, des pistes de réflexion et des chemins, des visions aussi. Elles donnent une vision épanouissante en fait, lorsque ça correspond à nos aspirations, d'un mode de vie qui, effectivement, n'est plus considéré comme la norme, mais qui me paraît sain et juste. Exactement. Et à ce propos-là, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, en fait, c'est vrai que sur mon blog et sur ma chaîne, je m'adresse plus aux femmes. Et donc, je ne vais pas dire que je parle rarement des hommes, parce que évidemment il y a certains sujets, j'en parle, mais en tout cas c'est aux femmes que je m'adresse. Et du coup, parfois j'ai ce reproche, et on me dit, par exemple, si je parle de la soumission ou de femmes traditionnelles, souvent j'ai des femmes, enfin plutôt parfois parce que c'est quand même assez rare, mais des femmes qui vont me dire oui mais Thérèse, il faut les hommes aussi ont leur part de responsabilité, les hommes aussi doivent faire attention à ci, à ça. On a l'impression que dans la société actuelle, que de façon générale, que personne n'a envie de changer. On a un peu l'impression que si on demande aux femmes, par exemple, de faire un effort sur tel ou tel plan, je sais pas, par exemple vestimentaire, la première chose, ça va être ah oui, non, mais c'est plutôt aux hommes d'éduquer leur regard,
Ou alors, quand on parle de la soumission, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, enfin, c'est quand même d'abord, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression que personne n'ose faire ce premier... Enfin, peut-être pas le premier pas du changement, mais c'est un peu comme si chaque sexe, masculin comme féminin, se sentait un peu menacé par l'autre et du coup n'osait pas se mettre dans cette position qui est une position de vulnérabilité. Quand c'est nous qui changeons en premier, il y a toujours le risque que l'autre en profite, qu'on se fasse écraser et puis que l'autre ne change pas. Donc est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose d'irréversible? Est-ce que c'est à l'homme ou à la femme de changer en premier, ou peu importe, le premier qui prend conscience, voilà, chacun doit avancer et se réformer et ensuite laisser les autres aller à leur rythme, ou qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, à mon sens, ce constat que vous faites, que je partage aussi, n'est-ce pas une conséquence de l'individualisme qui est croissant dans notre société? Ça me rappelle le fameux slogan « Mon corps m'appartient ». Et en quelque sorte, si des personnes, voilà, quand on se promène dans la rue, si notre corps nous appartient, eh bien, les autres n'ont qu'à pas regarder. Tout à fait. Je suis dans ma bulle, en fait. Je ne tiens pas compte d'un savoir-vivre. Je ne tiens pas compte de leur courtoisie, ni de normes ou quoi que ce soit. Je suis mon propre Dieu, en fait. C'est toujours cette idée de l'anthropocentrisme. Et je pense que chacun doit effectivement avoir cette humilité, c'est-à-dire de se remettre en question et de se réformer, de chercher à s'élever, de chercher à être meilleur. Et dans notre société, les efforts que l'on nous demande sont généralement mal placés. Ils sont très rarement au niveau spirituel, enfin pas du tout, puisqu'on est dans une société totalement déchristianisée, ou voilà. Et ils sont encore moins dans la relation homme-femme. C'est un peu peut-être l'esprit de consommation aussi. Dès que ça va pas, on rejette l'autre, on cherche un nouveau partenaire avec qui non plus construire une famille, non plus construire un amour solide et pérenne, ce qui est confondu avec le désir et la passion amoureuse, mais on cherche des émotions positives et l'autre est utilisé comme un objet de consommation. Alors justement, est-ce qu'un jour le combat féministe, est-ce qu'un jour il sera terminé? Est-ce que vous pensez qu'il y a un jour, ça rejoint un peu ce que vous dites là, cette espèce d'insatisfaction permanente et de besoin, voilà, ça va pas, je change, hop hop hop, est-ce que ça enfin moi en tout cas c'est ce que je pense, mais je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce qu'un jour les féministes diront allez stop, c'est bon, plus besoin du féminisme en tant que tel, enfin voilà, on a obtenu tout ce qu'on voulait, maintenant voilà, la vraie vie peut commencer, on va toutes être heureuses, si tant est que, voilà, que ce qu'on a acquis, voilà, on le garde. Et est-ce que vous pensez qu'un jour ça arrivera, ou est-ce que c'est un combat, j'allais dire, des revendications qui seront sans fin? Je pense que ce sont des revendications qui seront sans fin parce qu'elles sont totalement détachées de la réalité. Ce ne sont plus des revendications objectives, ce sont des revendications idéologiques. On tombe presque dans un certain fanatisme par rapport à l'homme. Et à mon sens, c'est un peu comme la Révolution française. La Révolution française, elle se joue sans cesse depuis l'instauration de la République, elle n'est jamais terminée. Et je pense que le combat féministe, c'est un combat qui se veut révolutionnaire, c'est-à-dire le renversement de l'ordre naturel dans la société, et qu'elles ne se satisferont jamais de tous les acquis dont elles bénéficieront. Parce que on voit que les hommes sont de plus en plus mis au banc de la société, par exemple aux États-Unis, notamment les discriminations, entre guillemets, à l'égard des hommes, elles sont devenues beaucoup plus nombreuses dans le monde professionnel. Les hommes ont de plus en plus de difficultés à être embauchés. Il y a des quotas maintenant pour accroître le nombre de femmes au sein des entreprises, bientôt au sein des directions. C'est la même chose dans l'éducation. Les hommes sont de moins en moins nombreux dans les universités. Et je pense que le féminisme a pour vocation de créer une société où il n'y a plus ni homme ni femme, puisqu'on est dans cette vision d'abolir toute la complémentarité, toute la véritable différence, toute la véritable richesse en fait qui fait ce monde entre les individus. Et on prône des modèles par exemple, de famille où il n'y a plus un papa et une maman, on nous dit que c'est inutile. Et je crois qu'on peut aller encore très loin jusqu'à déposséder les femmes totalement de la maternité, de la même manière qu'on dépossède les hommes de la paternité.
Et je pense que le féminisme rejoint toutes ces idéologies progressistes, c'est-à-dire que demain sera toujours meilleur que hier dans cette perspective. Il y aura toujours à faire. Et je pense que c'est une lutte sans fin. C'est ce qui est triste, je pense que... Enfin, c'est ce qui est triste. Oui, qu'elles ne se rendent pas compte, en fait, hommes comme femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes féministes maintenant, mais oui, que ces personnes ne se rendent pas compte de... n'aient pas l'honnêteté intellectuelle de se dire... souvent, quand on leur dit « Non, mais toi, tu veux pas d'égalité, tu veux la supériorité des femmes. » Ah, mais non, voilà. Pas du tout. C'est vraiment juste l'égalité. Et en fait... et puis, comme ils confondent aussi égalité et équité, forcément, c'est un combat sans fin, puisque de toute façon, il n'y aura jamais une égalité parfaite. Enfin, ça, c'est très utopique. C'est impossible, puisque de toute façon, quand bien même on donnerait exactement... il y aurait plus de femmes dans les entreprises, il y aurait plus de femmes partout, parce que, en fait, c'est un peu le principe de la minorité. Ce n'est pas une minorité numérique, c'est une minorité idéologique, c'est-à-dire que seront toujours considérées comme des minorités, c'est-à-dire synonymes de personnes oppressées, les femmes et certaines communautés. Donc il ne peut pas y avoir de réalisation objective, il ne peut plus y avoir de ce constat-là. Et tout ça, c'est alimenté par une forme de mythe aussi, construit par le féminisme. Exactement. Alors peut-être une dernière question avant de conclure cet entretien sur ce que j'appelle le poids des mots. Il y a quand même des mots magiques dans notre société, tels que féminicide, sexisme, surtout sexisme. Hein, vraiment, féminicide, je le cite parce que c'est vrai que c'est un nouveau mot, mais qu'on entend tout le temps. Et sexisme aussi, par exemple. Voilà, c'est un peu comme... C'est le nouveau racisme, j'allais dire. Exactement. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sexiste. Alors, en quoi est-ce que c'est important de se former, de réfléchir à tous ces concepts pour ne pas l'importance, j'aimerais bien parler un petit peu avec vous de l'importance du langage, l'importance des mots et aussi l'importance de la formation, si vous avez peut-être des conseils un petit peu pour, j'allais dire, se former et ne pas tomber dans tous ces pièges, parce que n'importe quelle personne, finalement, à force d'entendre certains concepts et certains mots, on s'y habitue et on finit presque par adhérer à ces idéologies. Exactement. Le langage, c'est ce qui façonne notre pensée. C'est d'ailleurs par le langage que on a instauré des idéologies, que ce soit communistes, ce qui a été dénoncé dans le roman de George Orwell, 1984, avec la fameuse novlangue. C'est même par le langage que la Révolution française a été faite, tout d'abord par les philosophes des Lumières, en instaurant de nouveaux termes, par exemple en parlant non plus de monarchie mais de tyrannie, non plus de légitimisme mais de complotiste, qu'il fallait au nom du coup de ces notions extrêmement perçues comme extrêmement dangereuses, éradiquer. Et comme dans tous les mouvements progressistes, on assiste à une forme de, entre guillemets, colonisation de nos esprits par le langage, parce que le langage que l'on parle façonne notre perception du monde. Et d'ailleurs, il y a un passage que je trouve fascinant par rapport au langage dans la Bible, dans la Genèse, c'est lorsque Dieu amène à Adam tous les animaux pour que Adam les nomme. Et il ne les nomme pas au hasard, il les nomme selon leur essence. Et changer le sens des mots ou introduire de nouveaux mots, c'est vouloir changer, comme dans la philosophie nominaliste au XIIe siècle, où on disait peu importe, la réalité n'existe pas, ce qui existe, la manière dont je la nomme, et c'est moi qui, en nommant la réalité, façonne les choses en fait, selon ma vision. Et il y a autant de visions que d'individus. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, avec des termes comme féminicide, où on pose un regard totalement différent sur les violences et les meurtres, ou sexisme, qui est le nouveau racisme, comme vous dites. Ce sont aussi des mots qui coupent la parole, dans la mesure où c'est très pratique de dire « Ah mais de toute façon, tu es sexiste, ne dis pas ça, c'est sexiste ». Et c'est censé être l'argument suprême pour réduire au silence la personne qui chercherait à exprimer des idées qui ne collent pas dans cette pensée progressiste en fait. Je pense que, d'ailleurs, juste avant de finir, j'ai vu récemment sur un article où des féministes proposaient que l'on ne parle plus de femmes ni d'hommes, puisque ce seraient des concepts de langage
trop réducteur, mais que l'on parle par exemple de personnes menstruées ou de personnes ayant un utérus. Mais même ça provoque des divisions entre elles, puisque dans leur vision, toutes les personnes ayant un utérus ne sont pas forcément des femmes, et il existe la possibilité de ne pas avoir d'utérus et de se définir comme femme. Enfin, bref, ça devient compliqué ces histoires. Oui, on dirait un délire collectif en fait, parce que c'est une transformation du réel. Et pour résister, je pense qu'une des priorités, c'est, à mon sens, de se réenraciner, de retourner vers la langue française, de retourner vers la littérature aussi, non seulement pour étendre notre vocabulaire, qui est extrêmement... la langue française est une langue extrêmement riche, et aussi solidifier notre vision du monde et cultiver notre bon sens à travers les livres. Moi, j'aime bien conseiller des livres d'histoire ou de philosophie, ou même des romans français, parce que je pense que c'est important de conserver cette hauteur de vue. Exactement. Et puis oui, garder, comme vous dites, c'est vraiment garder son bon sens. On arrive à des absurdités telles, sur le genre par exemple, par rapport il y a eu une interview où le journaliste disait à la personne bonjour monsieur. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme et je ne sais pas quoi? Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que le journaliste, après, s'était excusé. Et bon, après, il avait peut-être pas envie de perdre son poste, j'en sais rien, mais du coup, c'est vrai qu'on arrive à un taux d'absurdité tel que... En fait, on sait même pas quoi dire en face. Enfin, je sais pas, il y a presque aucun moyen de répondre à ces personnes qui ne sont pas ancrées dans le réel, en fait. Voilà, c'est pas rationnel, en fait. Voilà, c'est comme si on permettait aux gens... Enfin, on poussait plutôt les gens à vivre dans une espèce de monde parallèle où chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, et où, en fait, le réel n'est pas le réel. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec sa réalité, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est des sujets passionnants dont on pourrait toutes les deux, je crois, parler pendant longtemps. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là cet entretien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion, pour toutes ces réponses. J'espère que ça va faire connaître votre travail peut-être à toutes les personnes qui ne le connaissaient pas encore. En tout cas, je mettrai le lien de votre chaîne dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, peut-être qu'ils viennent de votre chaîne à vous, dans la description il y aura également les liens vers le blog, mes réseaux sociaux, etc. Les personnes qui veulent acheter mon livre ou se procurer, il y a aussi une collection de robes qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour avoir tous les liens. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour cet entretien. Merci Thérèse, merci beaucoup pour votre invitation et merci aussi pour le travail que vous faites qui est salutaire. Merci, c'est gentil. Et puis je vous retrouve toutes très bientôt pour le mois prochain pour un nouvel entretien. N'hésitez pas en commentaire à réagir et à me dire peut-être si vous avez des idées, d'autres idées de personnes que je pourrais inviter sur la chaîne. En tout cas, merci à toutes et à très bientôt.